Allô? La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence! Une urgence! Vous êtes médecin libéral? Tout va bien? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce 10e épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS, émission enregistrée en public. Notre souhait, notre objectif, c'est de répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler de thérapie numérique, les DTX, d'abord pour comprendre ce qu'elles sont et se demander en quoi elles peuvent vous être des alliés à l'exercice de la médecine de demain. On va en parler avec notamment Hélène Sagnès qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des études de santé aux Échos et vous avez justement écrit un rapport sur les DTX. Et Laurent de Bastard est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste à Versailles et coordinateur de la commission e-santé de l'URPS. Alors d'abord, si vous le voulez bien, un peu de pédagogie, car nous sommes certainement très peu nombreux à connaître les thérapies numériques ou en tout cas à les définir. Juste une première question, Hélène, qu'est-ce que c'est que les thérapies numériques ? Alors merci Sidonie pour cette introduction. C'est vrai que c'est une bonne question. Il y a une étude de Vidal qui est sortie cette année, qui a été menée auprès de 800 médecins et qui révèle en fait que la moitié d'entre eux ne connaissent pas la définition d'une thérapie numérique et plus de 80% ne sont pas forcément capables de citer un exemple de thérapie numérique. Donc je pense que c'est effectivement une bonne chose de commencer par les définir. Donc thérapie et numérique, c'est vrai que quand on y pense, c'est un peu deux termes qu'on met ensemble qui intriguent, voire qui peuvent créer un certain scepticisme. Et pourtant, ça a vraiment du sens aujourd'hui et de plus en plus. Donc, je pense qu'on peut se baser sur la définition de la Digital Therapeutics Alliance, qui est en fait l'organisme international de référence des thérapies numériques, qui a sorti une définition récente au mois de juin, qui dit: une thérapie numérique est un logiciel de santé qui permet de traiter ou soulager une pathologie, un trouble, une condition ou une blessure, en générant et en fournissant une intervention médicale qui a démontré avoir un impact thérapeutique positif sur la santé du patient. Donc finalement, ce sont des dispositifs médicaux sous la forme de logiciels à visée thérapeutique. Et finalement, ce qu'il faut considérer, c'est que le principe actif des thérapies numériques, c'est le logiciel, au même titre que pour un traitement médicamenteux, ce serait une molécule. Je pense que c'est important de préciser, on parlera un petit peu de télésurveillance, je pense, aujourd'hui, qu'en France, on fait la distinction entre les dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique, que sont les thérapies numériques, et puis ceux qui ont une visée de télésurveillance médicale. Je précise aussi que pour commercialiser un tel traitement, puisqu'il s'agit bien d'un traitement, les attentes réglementaires sont les mêmes que pour un dispositif médical, à savoir prouver la sécurité, donc l'innocuité pour le patient, qui avec un niveau d'attente qui va être défini par rapport aux risques associés à son utilisation, et puis l'efficacité qui repose sur des preuves cliniques. Voilà, donc je pense qu'il y a un certain flou aujourd'hui dans les applications e-santé, les dispositifs connectés, etc. On finit par s'y perdre. Et je crois que c'est important de retenir que c'est des dispositifs médicaux évalués et approuvés. Il y en a une vingtaine en France. Donc vous parlez de thérapie, ça nécessite de connaître le logiciel autant que les médecins connaissent l'ensemble des médicaments qu'ils peuvent prescrire. Donc c'est-à-dire qu'il faut combien de temps pour permettre aux médecins de s'approprier ces fameux logiciels? Il y a un nécessaire temps d'appropriation pour pouvoir les utiliser. Alors, ils vont pas rentrer dans le détail de l'algorithme du logiciel en tant que tel. Ce sont des dispositifs qui vont être présentés par les fabricants, qui vont pouvoir expliquer vraiment la visée finale, présenter les études cliniques. Et à partir du moment où on est effectivement convaincu par l'efficacité, on pourra les prescrire sans avoir une connaissance fine du fonctionnement du logiciel en tant que tel. Peut-être vous donner quelques exemples par la suite qui seront un petit peu plus illustrants. Allez-y, ouais, okay. Effectivement, des exemples de thérapie numérique dans un secteur particulier ou qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité et qui sont déjà utilisés. Alors, par exemple, puisque vous êtes médecin urgentiste, vous avez peut-être déjà vu ce type de dispositif. Donc, on a les casques de réalité virtuelle qui se développent de plus en plus, il y a à peu près 6 ou 7 produits, je crois, en France, qui sont utilisés en complément ou à la place d'une sédation pharmacologique. Donc on considère que le casque en tant que tel, l'immersion
qui est créé par ce casque de réalité virtuelle va engendrer une forme de sédation numérique et va réduire l'anxiété et diminuer la douleur pour les patients. C'est une forme d'hypnose, c'est ça? Voilà. Alors, ce sont des techniques d'hypnose qui sont associées à des techniques de détournement d'attention avec des stimulus visuels, auditifs. Et donc aujourd'hui, ces casques de réalité virtuelle sont relativement bien déployés en France, principalement dans les hôpitaux, mais aussi dans des EHPAD, dans différents services, que ce soit pour en pédiatrie pour un pansement douloureux, que ce soit pour une chirurgie qui nécessite pas forcément une anesthésie générale, ou des soins dentaires par exemple. Laurent de Bastard, vous connaissiez cette technologie et vous elle n'est pas très développée encore aujourd'hui. C'est vrai que on le voit. Alors c'est déjà pour certains soins, vous le voyez peut-être pour chez les dentistes quand vous enlevez des dents, etc. Vous avez des écrans avec des casques et déjà on détourne votre attention, etc. C'est utilisé, c'est pas très développé parce que c'est quand même relativement cher. Après, ce sont des techniques pour ce qui est de cette forme d'hypnose, sédation, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc c'est vrai que c'est dans des cas très particuliers, mais ça a un intérêt tout à fait important pour dans certains cas. Ouais. Comment vous accueillez, vous médecins, ce développement des thérapies numériques, cette arrivée des thérapies numériques? Dans l'absolu, c'est quelque chose qui est intéressant parce que à la fois on peut dire sur ce qui est dans le cas précis qu'on vient d'évoquer, il y a moins d'effets secondaires que sur un traitement médicamenteux, sur un anesthésiant, sur un analgésique, etc. Donc c'est en effet dans ces cas-là où c'est intéressant parce que vous allez pouvoir déconnecter les personnes, le cerveau, détourner l'attention, etc. Donc comme l'hypnose, avec beaucoup moins d'effets secondaires, de contre-indications, etc. Donc c'est des outils dont on attend beaucoup. Après, aujourd'hui, on attend. Ce qui était évoqué, c'était en effet, on parle de thérapie, donc on va soigner. Aujourd'hui, il y a une confusion souvent entre ce qui est thérapie et puis ce qui est bien-être, etc. et logiciels qui vont aider mais qui sont pas reconnus et qui n'ont pas justement l'amélioration de soins comme on peut l'avoir dans le médicament, où en effet il y a un bénéfice qui a été évalué et qui est vraiment quelque chose de reconnu comme un médicament. Dans ce grand flou, effectivement, que vous évoquiez en propos liminaire sur la définition même de la thérapie numérique, il y a ce que citait le docteur de Bastard, effectivement, sur tout ce qui est application dédiée au patient pour améliorer son bien-être. Et là, finalement, ce sont des applications qui font fi du médecin. Donc, c'est une relation directe entre le patient et l'application. Donc, on est en dehors du champ de santé ou en tout cas de la thérapie. Alors les applications e-santé, je crois qu'on est un petit peu dans le flou. Il y en a énormément à disposition qui peuvent être promues de différentes façons. Là, en l'occurrence, pour ce qui est des thérapies numériques, le rôle du patient est vraiment de conseiller, du médecin, est de conseiller le patient, voire de prescrire, puisqu'on a certains cas, et notamment quand on glisse vers la télésurveillance où on a un remboursement qui est prévu. Donc voilà, le médecin doit vraiment être au cœur de la décision de proposer cette solution. Là, on a cité un exemple à l'hôpital, mais il y a aussi beaucoup d'exemples de thérapies numériques qui pourraient être conseillées par un médecin généraliste. On peut par exemple citer les sondes de rééducation périnéale. Donc là, il existe des sondes qui sont connectée en fait à une application. La patiente postpartum qui a des problèmes de prolapsus, qui a des problèmes de fuite urinaire, va pouvoir réaliser ses exercices chez elle avec une sonde de biofeedback qui renvoie les informations vers son portable et pouvoir ainsi continuer à réaliser son traitement post-rééducation avec le kiné ou la sage-femme. Ouais, sans aucun contrôle, ce que j'allais dire, du kiné ou de la sage-femme qui jusque-là faisait cette rééducation périnéale qui était obligatoire post-accouchement. Effectivement, alors elle est pas obligatoire, mais en tout cas fortement conseillée. Et certaines patientes en fait ont besoin de plus et ont besoin d'entretenir en fait leur muscle qui est le périnée et donc de continuer ces séances régulières. Donc là, on glisse avec cet exemple sur une forme de bien-être. Enfin, en tout cas, c'est pas de la prescription. C'est quelque chose qui est de l'ordre du conseil, mais c'est pas de la prescription. C'est pas remboursé, par exemple. Non, c'est pas remboursé en l'occurrence. C'est de l'ordre du conseil. C'est pas uniquement du bien-être, puisqu'on se rend compte vraiment que y a une amélioration du tonus du périnée, que ça peut prémunir, par exemple, une patiente de devoir faire une remontée d'organes par une chirurgie ou de la faire plus tard. Donc il y a vraiment un intérêt au-delà du bien-être. Là, on voit l'aspect médecine
préventive en fait. En gros, c'est ça. Ouais, elle est curative aussi parce que finalement c'est comme on venait de le dire, hein, c'est ça prévient. C'est les complications. Si la rééducation est mal faite, ça sera une chirurgie. Donc c'est vrai que dans certains cas, si il y a eu là, en l'occurrence, soit un accouchement qui est un petit peu long, pénible avec un gros bébé, etc. Vous avez des complications, des suites, et la rééducation sera pas la même pour différentes femmes, sont etc. Donc il y a un effet thérapeutique, mais en effet ce qui est intéressant, c'est que sur le modèle économique qui est vu, il est surtout américain et qu'il est où le patient paie cette thérapie. En France, c'est pas la même chose, c'est-à-dire vous avez à la fois soit il y a en effet quelques outils qui ont été reconnus comme étant apportant vraiment une plus-value et un vrai bénéfice, donc qui peuvent être pris en charge en partie. Le danger, c'est en effet quand c'est à la limite du bien-être et que finalement on va dire c'est super, vous allez perdre du poids, vous allez améliorer vos capacités, etc. Et que vous allez payer là sans avoir pris de charge et puis sans contrôle. On arrive sur une médecine qui est où il y a plus de médecins justement et c'est absolument plus contrôlé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est faciliter la santé, l'accès aux soins. On sait qu'aujourd'hui, sur la kiné, sur les sages-femmes, sur beaucoup de choses, l'accès est compliqué. Donc aujourd'hui, les patients disent c'est compliqué pour faire une rééducation d'une épaule, d'une cheville, etc. Et donc les gens vont sur des tutos pour on leur dit vous allez sur tel tuto, vous allez acheter tel appareil, vous allez faire votre rééducation chez vous, etc. Le danger, c'est qu'en effet, vous n'avez pas de coach. Donc déjà, vous n'avez pas quelqu'un qui va vous aider, qui va vous coacher. Donc vous n'allez pas le faire de façon efficace. Et puis vous n'avez personne pour vous corriger dans ce que vous faites. Donc ça, c'est par exemple sur la kiné, de la rééducation, qui sont des choses importantes. Après, vous l'avez aussi sur, par exemple, on parlait des pads, etc. Vous avez des exercices, vous avez des outils qui vous permettent de maintenir des capacités cognitives, de mémoire, etc. qui ont un effet quand même médical aussi, hein, puisque c'est quand même quelque chose d'important. Vous continuez à avoir une qualité de vie optimale, etc. Et de la même façon, quand c'est pas fait parce que c'est pas adapté, parce que au départ il n'y a pas eu un professionnel de santé qui a fait cette prescription, qui a conseillé, qui va évaluer, qui va réévaluer. Bon, vous allez avoir des retours, vous, sur votre application, mais vous savez pas nécessairement les interpréter, vous savez pas s'il faut modifier, adapter, etc. Donc, il faut qu'il y ait quand même un professionnel de santé qui vous connaisse, qui connaît votre pathologie, parce que tout n'est pas bon pour n'importe qui, etc. Donc, c'est ça qui est quand même, nous, on est absolument favorable, bien sûr, et on pense qu'il y a énormément de choses qui vont apporter à tous les professionnels de santé, c'est-à-dire que ce soit les médecins, mais aussi, ce que je disais, kiné, sage-femme. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, selon vous, un prescripteur d'abord en amont de l'utilisation de ces thérapies numériques. En amont et puis après, c'est-à-dire il faut réévaluer. C'est comme dans toute thérapeutique, il y a une prescription et ensuite vous réévaluez si elle est adaptée, si ça se passe bien, etc. C'est-à-dire quand vous prescrivez un médicament, il y a déjà une prescription, donc quelqu'un vous reçoit, vous évalue, vous connaît vos antécédents, voit la pathologie, vous avez examiné, etc. Et puis ensuite on réévalue au bout d'un certain temps pour voir si ça se passe bien, si le bénéfice attendu est arrivé, etc. Hélène Sagnès ? Oui, je pense sur cette question, ce qui est important aussi de noter finalement, c'est que de par la nature même de ce type de thérapie, des données sont perpétuellement, en permanence envoyées au logiciel, ce qui permet vraiment une évaluation dans le temps des performances de la thérapie. Qui probablement, en tout cas théoriquement, bien supérieure à ce qu'on pourrait avoir sur des molécules. Et donc toutes ces données en vie réelle qui sont glanées au fur et à mesure du temps sur tous les patients qui utilisent les thérapies numériques permettent aussi d'aller défendre des remboursements et de justifier l'existence de ces thérapies en prouvant effectivement qu'en vie réelle ça fonctionne et en ayant des données en permanence qui sont générées. Donc ça, je pense que c'est aussi la plus-value de pouvoir évaluer au final est-ce que ça fonctionne pour le patient. Par rapport au business model, on évoquait la question du patient qui est pas forcément prêt à payer en France. En fait, il y a en ce moment les thérapies numériques, c'est vrai que c'est quand même naissant, on peut le dire, même si ça fait 10 ans que c'est présent, on connaît encore peu les thérapies numériques. Il y a différents types de business models. Il y a des complémentaires santé qui investissent. Il y a des patients qui sont prêts à payer là pour les centres de rééducation périnnéale ou des associations de patients ou la famille. Je pense notamment à l'application Mila pour les patients qui ont des troubles spécifiques de l'apprentissage, notamment la dyslexie, avec des jeux avec un entraînement cognitif et rythmique pour les patients
qui sont conseillés en complément de séances d'orthophonie. Donc là, il y a des partenariats avec des mutuelles qui sont mis en place. Il y a pas mal de modèles différents. Le Graal étant de se tourner vers un remboursement. Je pense que c'est important de citer les exemples de dispositifs qui sont remboursés aujourd'hui. Il y en a uniquement 2. Donc il y a un premier dispositif, catégorie de dispositifs, parce qu'il y en a plusieurs qui sont les systèmes en boucle semi-fermée pour les patients qui sont atteints de diabète et qui permettent d'avoir une mesure en continu du glucose du patient. Et en fonction de cette mesure, de pouvoir adapter en fait le traitement et la dose d'insuline pour le patient. Et puis là, on glisse un peu vers la télésurveillance, mais je trouve que c'est un exemple vraiment intéressant. Il y a le cas de MoveCare qui également est remboursé, qui se présente sous la forme d'une application de télésurveillance médicale pour les patients qui sont atteints du cancer du poumon et qui permet finalement de détecter les récidives ou les complications. Ils ont prouvé qu'on améliorait l'espérance de vie de plus de 7 mois grâce à cette application. Donc concrètement, en fait, le patient a un questionnaire, il y répond toutes les semaines. Et puis le médecin concerné, en fait, qui assure le suivi, a un tableau de bord. Et dès que il y a quelque chose qui un petit peu suscite l'interrogation du médecin, finalement, il y a des alarmes qui sont générées et le médecin peut décider de revoir le patient. Donc c'est une thérapie qui peut être proposée. Donc là, on parle je pense, de prévention tertiaire, par l'oncologue ou éventuellement par le médecin traitant. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait un frein à l'utilisation de cette télésurveillance tant qu'elle n'était pas remboursée. Aujourd'hui, il y a une prise en charge depuis juillet. Il y a une entrée dans le droit commun de la télésurveillance, donc pour tout un tas de pathologies chroniques, enfin tout un tas, il y en a 5. Et notamment pour ce cas précis, en fait, le médecin reçoit une rémunération de 28 € par mois, par patient, par la caisse d'assurance maladie. Voilà, donc on va utiliser le logiciel ou pour le conseiller? Pour le conseiller, pour le prescrire et pour suivre les patients via son tableau de bord qui pourrait être concerné. Ouais, alors la télésurveillance, l'URPS Île-de-France a beaucoup travaillé dessus, puisqu'on était en effet coporteur de Covidom, qui était le logiciel de télésurveillance sur le Covid. On travaille beaucoup là-dessus avec à la fois des juristes, avec une société de conseil qui nous fait une étude là-dessus, parce qu'on croit beaucoup de toute façon à la thérapie numérique, enfin numérique, et puis la télésurveillance, qui est aussi un outil important. Aujourd'hui, en effet, il y a 5 pathologies qui sont des pathologies chroniques. Il peut y en avoir d'autres à partir du moment qu'il y a un bénéfice, donc il faut faire une étude avec la HAS, etc., vérifier qu'il y a en effet un bénéfice par rapport à ces outils. Aujourd'hui, où tous les professionnels sont un peu débordés pour suivre les patients, etc. Là, ça peut apporter un intérêt parce que finalement, le patient est pris en charge, il est suivi, il est rassuré aussi. De la même façon, ça peut pas être pour tous les patients parce que on l'a vu d'ailleurs au moment du Covid. Vous avez un certain nombre de patients qui sont pas du tout native connect, donc qui sont incapables de saisir de ces outils, qui sont incapables de les renseigner, qui comprennent pas ou qui comprennent pas le français aussi. Bon voilà. Donc il y a déjà toute une population qui est pour laquelle c'est compliqué. Ça, c'est la question de l'équité de l'accès à ces soins-là. C'est ça. Ouais. Déjà, même si c'est remboursé. Ensuite, il y a par rapport sur le télésuivi, vous avez tout ce qui est la responsabilité. C'est-à-dire aujourd'hui, il est prescrit par là, vous disiez oncologue ou par un médecin. En effet, ça peut être prescrit par l'un ou l'autre. Mais qui sera responsable s'il y a un problème? Qui est responsable parce que finalement, ce que vous évoquiez aussi juste avant, c'était le DIA. C'est-à-dire aujourd'hui, de plus en plus, tous les logiciels médicaux, on met une part d'IA avec des algorithmes qui permettent à la fois, vous allez avoir, comme vous le disiez, de la data qui va améliorer l'outil. Donc cette data, elle va être utilisée, elle peut être utilisée déjà du point de vue médical, pour essayer de comprendre, d'améliorer la prise en charge des pathologies, d'améliorer l'outil qui soit plus pointu, mais s'il y a des problèmes, qui est responsable de finalement la rédaction de cette IA. Et ensuite, si c'est remboursé, c'est le patient, c'est le médecin. S'il accepte d'avoir ces 28 € qui effectivement attestent le fait qu'il utilise le logiciel, je pense que la responsabilité, elle est médicale, non? Oui, tout à fait. Ouais. Après, dans les faits, les cas pratiques où il y a eu des problèmes sont peut-être assez rares. Donc voilà, concrètement, comment ça se passerait? On travaille justement avec un
un avocat de la CNIL, enfin qui a travaillé anciennement à la CNIL sur ces sujets. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même pour les médecins, qui sont de responsabilité essentielle. Et puis après, c'est sur le modèle économique, c'est-à-dire 28 € où vous avez porté vous la responsabilité à la fois du risque et puis finalement du financement, de la responsabilité de le suivre. C'est-à-dire en dehors des erreurs, il y a quand même si vous passez à côté d'une alerte ou de quoi que ce soit, vous n'êtes pas là, vous êtes en vacances. Enfin bref, tous ces sujets, ce sont des sujets qui à la fois les médecins sont extrêmement motivés, ils voient l'intérêt de ces sujets et ont besoin d'être assurés, avoir un certain nombre de garanties pour rentrer dans ces outils. Et c'est ça, comme on l'a eu sur d'autres choses, c'est-à-dire il faut une sorte de charte de confiance de garantie pour les professionnels pour s'engager là-dedans. Alors justement, vous le disiez, c'est des thérapies qui sont très jeunes, mais tout évolue très vite. Les prochaines échéances, finalement, c'est quoi ? C'est une espèce de tri à faire dans tout ce qui existe. Vous voyez comment l'avenir des DTX là à court terme ? Alors là, dans l'étude qu'on a menée, on en a recensé une vingtaine en France qui vraiment ont rentre vraiment dans la définition, commence à être utilisé, mais on est qu'aux prémices de l'utilisation, c'est certain. Les fabricants eux-mêmes, finalement, font énormément de partenariats aussi avec les industriels pharmaceutiques qui voient un sens à se positionner plus globalement autour de la prise en charge du patient. Donc certainement que les réseaux de distribution, la force de frappe de l'industrie pharmaceutique sera vraiment un levier important de l'essor de ces thérapies-là. D'un point de vue réglementaire, je pense qu'effectivement, on sort un petit peu des thérapies numériques, mais l'entrée dans le droit commun, la télésurveillance, c'est déjà une première étape importante. On est quand même pionnier en Europe. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi des choses qui vont suivre sur les thérapies numériques. La tendance, pour répondre à votre question aussi plus globalement d'un point de vue technique, elle est à avoir des objets, on va dire des dispositifs médicaux interconnectés les uns avec les autres, avec des niveaux de complexité et des couches de plus en plus importantes. Ça c'est globalement la tendance. Et puis la tendance aussi, c'est d'aller vers du remboursement parce qu'on commence à avoir un peu de recul, on commence à avoir glané des données en vie réelle et on commence à se dire ok, on pourrait les utiliser pour défendre auprès de la CNIDIMS un remboursement et un prix. Alors les premiers tarifs là qui ont été posés sont aussi finalement à tester sur le terrain. Est-ce que ça va être viable ou pas par rapport à la prise en charge, le temps que ça nécessite pour le médecin. Ce sera à voir au cas par cas. En tout cas, là, peut-être que ça concerne davantage la télésurveillance et sur la thérapie numérique. Pour les principaux dispositifs qui aujourd'hui sont utilisés, la majorité sont quand même à l'usage du patient. Donc c'est plutôt lui qui va prendre du temps pour utiliser le dispositif en tant que tel. L'intérêt pour le médecin, c'est de pouvoir les connaître, les conseiller et puis se faire son avis aussi en les testant, quoi. Voilà, j'allais me tourner vers le médecin pour effectivement la question des intérêts et de comment vous le regardez. J'ai bien compris qu'il y a un regard plutôt bienveillant sur ce développement des thérapies numériques avec quelques freins éthiques d'accès aux soins. Mais voilà, est-ce que demain vous voyez une généralisation de l'usage de ces thérapies numériques à l'échelle de, par exemple, notre territoire qui est l'Île-de-France ? Oui, bien sûr. Je pense qu'en effet, c'est comme l'IA en médecine, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, puisqu'on le voit, on l'évoquait là, on met de plus en plus de data qui permet d'améliorer ces outils, de mieux comprendre l'évolution. Par exemple, sur la télésurveillance, on a un certain nombre d'outils puisque aujourd'hui, en effet, c'est des maladies chroniques comme l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, etc. Donc, on peut anticiper, c'est ça qui est intéressant, une acutisation d'une maladie. C'est-à-dire, quand vous voyez certains prémices dans votre télésurveillance, de modification de certains paramètres, vous savez qu'il va y avoir un problème. Et c'est à ce moment-là que vous allez prendre en charge ou que vous reprenez la main sur la télésurveillance. Donc, il y a un intérêt. Ce qu'il y a, c'est que là, on travaille, l'URPS travaille Île-de-France sur, par exemple, avec la HAS, sur la sécurité et les process par exemple, sur la téléconsultation, la téléexpertise, parce qu'il y a aussi ces sujets-là. Et là, de la même façon, il faut que ces choses-là, et on le voit parce que aujourd'hui, ça vient des États-Unis. L'Europe a quand même à chaque fois apporté un certain nombre de règles à des choses qui sont complètement un peu libertaires. Enfin, dérégulées outre-Atlantique, en tout cas. Ouais. Donc, il faut mettre un certain nombre de normes de sécurité quand même à l'utilisation de ces outils. Et je pense que le professionnel de santé doit être présent tout au long de ces choses. C'est-à-dire, en effet, on parlait de rééducation, on parlait de maladies type, ce qui est
Ça peut être de l'autisme. Enfin, on avait vu, nous, Mila aussi, dans la commission e-santé à un moment. Donc, c'est des choses qu'on voit. On a vu ça il y a 3-4 ans. Donc, c'est des choses dont on a connaissance et on voit l'intérêt. Après, et qu'on partage. Après, il faut que le médecin soit quand même toujours, encore une fois, derrière, parce que, à la fois, quand on parle de l'industrie pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, quand c'est, en effet, on comprend bien, il y a une force de frappe, etc. Mais ils n'ont pas fait des études de médecine. C'est-à-dire, ils connaissent la thérapeutique, en général médicamenteuse, donc c'est pharmacologique, mais ils ont dans leur cursus, ils apprennent jamais la pathologie et puis tout ce qu'il y a, la physiopathologie, etc. Enfin, c'est pas du tout dans leur cursus. Donc, c'est quand même au niveau du médecin cette prise en charge qui doit être initiée et suivie, etc. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans ce développement. Sur la télésurveillance, de la même façon, on peut pas multiplier 36 000 outils parce qu'on sait que alors le cardiologue en ville peut faire un télésuivi sur de l'insuffisance cardiaque, etc. Mais souvent, c'est quand même le médecin traitant qui va suivre ses patients pour une insuffisance rénale, une insuffisance pulmonaire, cardiaque, etc. Et on peut pas démultiplier les outils. Alors, on parlait d'interop entre les outils, mais vous n'allez pas pouvoir avoir une dizaine ou une quinzaine d'applications à suivre pour un patient. Ouais, effectivement. Ça, faut simplifier les choses. Valérie Briol. Mais justement, Laurent, tu es venu. Laurent est responsable de notre commission e-santé à l'URPS. Tu es venu sur le point du problème. Multiplier les outils, ok, c'est une avancée, ça peut être utile. Surtout les outils thérapeutiques que vous décrivez, parce qu'il y a une autonomisation du soin avec peut-être des marqueurs d'alerte qui peuvent du coup retourner dans la documentation du médecin. Mais comme disait Laurent, mais il faut vraiment en parler de ça, la pénurie médicale actuelle, le médecin qui est déjà complètement sursaturé de consultations, il n'arrive pas à prendre connaissance des paramètres des patients qui ne sont pas là, de certains qui vont s'implémenter directement dans son DMP, dont on va le nommer responsable, puisque c'est un peu ce qui est décrit dans la loi Valtou. Donc, si vous voulez, pendant la nuit non plus, il va pas pouvoir répondre à toutes ces alertes-là. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait de toute façon un médecin en bout de chaîne, même dans le système, par exemple, qu'il y a eu pendant la Covid, il y avait des veilles et puis il y avait un médecin qui regardait un peu le fonctionnement des outils. Donc, ça génère aussi du temps médical spécifique à la surveillance de ces outils. Et ça, il faut pas avancer en disant une fois que j'ai trouvé un remboursement de ma solution, l'affaire est faite. Pas du tout. Et aussi, j'abonde dans ce qu'a dit Laurent sur l'indispensable présence médicale à la conception des outils. Parce que c'est une facette d'une maladie, mais le patient, il a plein de choses, il a plein d'interactions, des interactions médicamenteuses. Un signe, par exemple, une douleur à l'estomac, ne provient pas forcément de l'estomac, peut-être un infarctus, peut-être un cancer du pancréas, peut-être un anévrisme. Et une machine, elle va pas être capable d'avoir la solution. Parallèlement, toutes ces alertes qui vont dire, quand vous me dites cancer du poumon, ça déclenche des alertes et le médecin décide s'il voit et tout, bien heureux le médecin qui trouve le temps de voir plus vite un malade alors qu'il en a 40 en attente avec des affaires sérieuses. Donc c'est très très bien parce que c'est du progrès et il faut qu'on s'en empare et puis qu'on le vive, mais il faut toujours qu'il y ait une interaction médicale et qu'il soit bien renforcée et bien sanctuarisée parce que sinon ça marchera pas. Et c'est pour ça que nous aussi on avait décidé à la commission e-santé de faire une sorte de lab santé des solutions pour que chacune passe dans le filtre. Nous, parce on est des élus qui représentons les médecins libéraux, pour savoir si c'est une solution qui est pas une litote, une lubie ou quelque chose qui va être utile, faire avancer et finalement obtenir une validation, peut-être jusqu'à une charte avec des intérêts médicaux, etc. Et puis des possibilités de pratique et pas des choses qui vont être imposées sans le médecin et sans prendre conscience des possibilités de réponse aux alertes que vont générer ces outils. Voilà, je vous remercie.
Alors moi, je veux préciser un point, c'est justement, c'est-à-dire ce que dit Dr Valérie Briol, c'est exactement comme sur la télésurveillance. La téléconsultation. La téléconsultation, c'est une avancée, tout le monde y est favorable. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est bénéfique quand c'est le médecin traitant qui l'utilise ou quand ça se fait dans un cadre d'organisation territoriale ou de professionnel. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui, du point de vue, qui dit moi, je vais faire une téléconsultation, etc. Il a une téléconsultation. Finalement, on ne sait pas trop le résultat de la téléconsultation parce que ça n'a pas été concluant, etc. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le patient se retrouve aux urgences parce que il aura des difficultés à pouvoir voir un médecin en présentiel, un vrai médecin, et donc la seule solution, ça sera finalement d'aller. Et donc vous voyez beaucoup de gens qui arrivent finalement dans les services d'urgence qui ont fait une téléconsultation et auxquels on a dit non, finalement. Je sais pas trop, aller aux urgences. Et là, de la même façon, quand on va développer une thérapie numérique, si derrière il y a une télésurveillance, il y a des alertes et que c'est pas organisé de façon générale, c'est-à-dire qu'il y a un parcours de soins, qui est un backup, une sécurité qui est mise derrière avec des professionnels de santé, ça va être en effet on aura des alertes, on aura quelque chose et il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a le risque du double emploi finalement et donc d'une perte de temps in fine, c'est ça? Ouais. Je pense que sur cette question, c'est important, peut-être que je l'ai dit au démarrage, mais de repréciser juste les choses par rapport à la nature du dispositif dont on parle. Il y a vraiment deux choses. Les dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique, les thérapies numériques, et les dispositifs médicaux de télésurveillance. Sur la partie télésurveillance, effectivement, je partage vos avis, d'autant plus éclairés que vous êtes sur le terrain. Sur la partie thérapie numérique, ce sont soit des alternatives à d'autres traitements ou des consultations, des séances de rééducation ou autres, soit elles sont utilisées en complément. Effectivement, c'est le médecin qui conseille et qui prescrit, mais au même titre qu'il pourrait prescrire un médicament par ailleurs. Donc là, sur ces thérapies numériques-là, il n'y a pas forcément de lien, de système d'alerte, etc. Le dispositif peut être autosuffisant et dans la majorité des cas d'ailleurs, c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Donc là, ça pose un peu moins les questions, en tout cas une partie des questions qui ont été évoquées. Et sur la question de la télésurveillance, effectivement, les remarques de Valérie sur l'idée qu'il y a un médecin de la conception jusqu'à la réalisation et qu'on libère du temps médical aussi pour analyser les données récoltées par l'appli, effectivement, ça c'est un point qu'il faut surveiller. Effectivement, dans l'étude qu'on a faite, on a interrogé la majorité vraiment des acteurs qui ont développé des thérapies numériques en France, une quinzaine d'acteurs, et dans leur partage de facteurs clés de succès, arrive en tête l'acculturation du médecin, déjà, savoir ce que c'est, comment l'utiliser, et travailler avec lui de concert pour créer la thérapie. Alors, voilà, en fonction des cas, c'est plus ou moins fait. Il y a aussi le patient qui peut être impliqué dans le développement. En tout cas, voilà, forcément, cette question se pose dans le développement du produit, et je pense qu'effectivement, c'est un point très très important. Merci beaucoup à tous pour l'ensemble de vos remarques et questions. Donc Laurent de Bastard qui était à mes côtés, médecin urgentiste, et Hélène Sagnès, merci beaucoup d'avoir été avec nous, directrice des études de santé aux Échos. Et donc vous êtes l'auteur de ce rapport sur les DTX dont on va certainement encore entendre parler dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci.